Hi, Elliot Rodger here. Well, this is my last video. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Well, now, I will be a god compared to you. You will all be animals. You are animals, and I will slaughter you like animals. You deserve to be annihilated. And I will give that to you. I'll be a god. The sheriff of Santa Barbara, California, calls it a case of premeditated mass murder. And a Hollywood filmmaker says his son was the gunman. At least 6 people were shot and killed late Friday night in a student neighborhood near the University of California, Santa Barbara. The gunman was a 22-year-old named Elliot Rodger. He also died of a bullet to the head, although it's not clear if he killed himself or was shot by police. Qui est Elliot Rodger? D'un simple jeune homme en quête d'amour à une personne néfaste et négative, responsable de l'une des tueries de masse les plus marquantes de l'histoire des États-Unis. Les causes et motivations, une idéologie sombre qu'il partageait sur sa chaîne YouTube et qui a fait de lui un être vide et malsain. Retour sur l'homme qui s'autoproclamait comme un être divin au-dessus de tout le monde. Culture incel, jalousie, misogynie, mensonge, narcissisme ou encore tuerie de masse, installez-vous confortablement et voici ce qui s'est passé. Juste avant de commencer, un grand merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez non seulement masquer votre adresse IP, mais aussi chiffrer vos données et rediriger votre trafic internet à travers un tunnel sécurisé. Devenez totalement invisible sur le web. En plus de protéger vos informations sur les réseaux publics, il vous donne accès à des contenus géorestreints de plus de 35 services de streaming comme le catalogue Netflix, Amazon Prime et Disney+ dans d'autres pays. Par exemple, vous voulez regarder un film qui n'est pas disponible dans votre région. Eh bien, CyberGhost est là pour vous aider. En changeant votre emplacement virtuel avec CyberGhost VPN, par exemple vers la Belgique en seulement quelques clics, vous pouvez accéder aux courses auto et moto en français gratuitement depuis les chaînes locales, compatibles avec Windows, macOS, Android, iOS et même sur vos Smart TV et consoles. Et ce qui est fou, c'est que vous n'avez pas besoin de plusieurs comptes pour sécuriser plusieurs appareils. Avec seulement un abonnement, vous pouvez sécuriser jusqu'à 7 appareils simultanément. C'est idéal pour toute la famille. En plus, CyberGhost VPN est recommandé par des experts de la tech et bénéficie d'excellents avis utilisateurs. Et si jamais vous avez besoin d'aide, un service client francophone est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez me dire, mais tous ces avantages, ça doit coûter cher? Eh bien, pas du tout. Profitez d'une offre exclusive, moins 83% de réduction et 4 mois gratuits, soit seulement 2 € par mois. Avec CyberGhost, la sécurité en ligne coûte moins cher qu'un ticket de bus. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs satisfaits et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, il n'y a aucune raison d'attendre. Cliquez sur le lien dans la description et naviguez en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Le 24 juillet 1991, dans une banlieue aisée de Londres, naît Elliot Oliver Robertson Rodger. Peu de temps après sa naissance, ses parents décident de quitter Londres pour rejoindre la campagne anglaise à Sussex. Ils emménagent dans une grande maison avec des champs à perte de vue. Elliot intègre la prestigieuse école pour garçons Dorset House School où il étudie jusqu'à l'âge de 5 ans. Il vivait avec sa grand-mère, ses parents et avait plein d'amis. Même si les Rodgers sont d'origine anglaise, ils ont comme projet de quitter leur petite campagne pour les États-Unis. Son père gagne en popularité et en tant que photographe et bientôt cinéaste, il se devait d'aller dans le pays du cinéma. C'est alors en 1996 qu'il quitte le Royaume-Uni pour la ville que l'on surnomme la Cité des Anges, Los Angeles. Et j'étais là, un jeune garçon de 5 ans, sur le point d'embarquer pour un nouveau voyage, celui de grandir aux États-Unis d'Amérique. La famille Rodgers s'installe alors dans le quartier chic de Woodland Hills, et c'est ici que toute notre histoire va se dérouler. Elliot fréquente l'école élémentaire de Pinecrest pendant son enfance. Malheureusement, c'est un enfant très timide. Genre au point où quand on lui parle, il va murmurer les réponses ou bien tout simplement les écrire sur un bout de papier pour éviter tout contact avec le monde. La communication est une épreuve au quotidien, surtout avec ses camarades. Les seuls moments où il fait face à ses camarades, c'est quand ils viennent pour l'embêter. Son expérience à l'école Pinecrest est absolument médiocre. Même sa professeure est méchante avec lui. L'école maternelle de Pinecrest ne s'est pas très bien passée. J'avais une enseignante très désagréable qui était impatiente de voir à quel point j'étais en retard dans mon travail scolaire, car j'avais manqué quelques mois d'école à cause du déménagement. Pendant la récréation, cette enseignante me gardait dans la classe pour que je fasse du travail supplémentaire afin de rattraper mon retard. Quelques semaines plus tard, les parents d'Elliot voient que ça ne va pas et lui font quitter l'établissement. Ils l'inscrivent alors à une autre école à Topanga. Là-bas, ses professeurs seront beaucoup plus pédagogues et ses camarades beaucoup plus gentils. Tout se passait pour le mieux. Elliot a des parents aimants, des amis avec qui jouer et tous les jouets qu'il désire. C'est un enfant extrêmement privilégié. Il décrit même le monde comme fascinant. J'ai envie de te dire, quand tes parents fréquentent la famille qui a créé le code barre ou encore George Lucas et que tu vois les Star Wars avant tout le monde, c'est un peu normal. Mais bon, malheureusement, un événement va diviser la famille. À l'âge de seulement 7 ans, Elliot
Elliot Rodger voit ses parents se séparer. La garde des enfants a été partagée, ils vivaient principalement chez leur mère et voyaient leur père le week-end. Malgré son jeune âge, Elliot trouve ce changement soudain dérangeant, mais malgré tout il s'y habitue rapidement. Même si sa mère vivait dans une maison plus petite que celle de son père et qu'il devait partager sa chambre avec sa sœur, ça ne lui pose pas vraiment de soucis. Nous avions un lit superposé et je dormais sur le dessus. Au début, je n'étais pas très à l'aise avec ce changement, car j'étais habitué à avoir ma propre chambre et à vivre dans des maisons plus grandes. La nature gentille et aimante de ma mère a cependant compensé cela, et elle a transformé la maison en un environnement amusant dans lequel j'ai aimé vivre. Elliot s'habitue rapidement à sa nouvelle vie, et il trouve toujours ce monde fascinant. Mais vous allez voir que les choses vont très rapidement dégénérer. Un jour, mon père était venu nous chercher à l'école et nous a emmenés chez lui. J'ai vu dans la cuisine une femme, aux cheveux noirs et à la peau claire. Elle s'est présentée sous le nom de Soumaya. Quelques mois après la séparation de ses parents, Elliot voit son père se mettre en couple avec une nouvelle femme, une actrice marocaine du nom de Soumaya Akaboun. Au début, tout se passait bien. Elliot s'habitue rapidement à sa nouvelle belle-mère, mais certaines choses vont commencer à le déranger. Au début, nous nous entendions très bien, et elle était très amusante. Mais très vite, elle a commencé à me discipliner d'une manière sévère à laquelle je n'étais pas habitué. Comme elle n'était pas ma vraie mère, je pensais qu'elle n'avait pas le droit de me discipliner de la sorte. Je me suis donc rebellé. C'est là que sont apparus les premiers conflits. En grandissant, Elliot a complètement rejeté l'autorité de sa belle-mère. Il était souvent en conflit avec elle. C'était sa première expérience négative avec une femme. Pour l'instant, il n'a pas vraiment de soucis dans sa vie. Il n'est encore qu'un enfant qui ne se doute de rien sur la suite des événements. Là où ça va commencer à devenir peu à peu problématique, c'est à ses 9 ans. Elliot commence à devenir un peu plus mature. Ça reste encore un enfant, mais il commence à comprendre des conceptions simples de la vie qu'un enfant de 5, 6, 7 ans ne comprend pas. Ma 9e année a été très intéressante et j'ai connu beaucoup de changements, sur le plan émotionnel et intellectuel. C'est l'année où j'ai mûri, au point où j'ai commencé à observer le monde plus consciencieusement. Avant mes 9 ans, je vivais comme un enfant insouciant dans un monde que je croyais bon et pur. À partir de ce moment-là, j'ai progressivement découvert le monde et la société. Le premier gros problème auquel il va faire face, et ça restera un problème jusqu'à la fin de sa vie, c'est sa taille. Elliot découvre qu'il est bizarrement plus petit que ses camarades. Au début de la 4e année, je me suis rendu compte que j'étais le plus petit de ma classe. Même les filles étaient plus grandes que moi. J'ai commencé à être extrêmement agacé par le fait que tout le monde était plus grand que moi, que les garçons les plus grands étaient automatiquement plus respectés. Cela a fait naître en moi les premiers sentiments d'infériorité. Le second gros problème qui va causer énormément de tort à Elliot, et sa force. Comme pour sa taille, il se rend compte qu'il est très faible comparé à ses camarades. Il s'en rend particulièrement compte lors des matchs de basket à l'école. Les 3e et 4e problèmes qu'Elliot va rencontrer sont la jalousie et l'envie. C'est sans aucun doute ce qui va amener Elliot dans sa folie tout au long de sa vie. Sa jalousie va s'accentuer avec le fait qu'il découvre la hiérarchie chez les enfants. Je me suis rendu compte qu'il y avait des hiérarchies, que certaines personnes étaient meilleures que d'autres. C'est à cette période de ma vie, à 9 ans, que j'ai commencé à y réfléchir et à y accorder beaucoup d'importance. À l'école, il y avait toujours les cool kids. Leur apparence, leurs vêtements et leur comportement les rendaient plus cool. Ils étaient populaires et ils avaient toujours l'air de s'amuser. L'environnement paisible et innocent de l'enfance où tout le monde était sur un pied d'égalité était révolu. Le temps du fair play était révolu. La vie est une compétition et une lutte. J'ai également commencé à m'examiner et à me comparer à ces enfants cool. J'ai réalisé avec horreur que je n'étais pas du tout cool. J'avais une coiffure ringarde, je portais des vêtements ordinaires, j'étais timide et impopulaire. Cette révélation sur le monde et sur moi-même a vraiment diminué mon estime de soi. En outre, j'avais le sentiment d'être différent parce que j'étais métisse. Je suis à moitié blanc, à moitié asiatique, et cela me rendait différent des enfants normaux, entièrement blancs avec lesquels j'essayais de m'intégrer. J'enviais les jeunes branchés et je voulais être l'un d'entre eux. J'étais un peu frustré par mes parents qui ne m'avaient pas transformé en l'un de ces enfants dans le passé. En fait, Elliot faisait une généralité. Il voyait que la plupart des cool kids étaient des blancs, donc il s'est dit qu'il ne pourrait pas être cool parce qu'il était métis. Cette mentalité néfaste, négative et défaitiste va malheureusement lui causer énormément de tort dans le monde. The father of Adam Lanza now says that there are times he wishes his son had never been born. Do you ever feel that way? A part of me says yes. Sa taille, sa force, sa jalousie et son envie. Voilà 4 gros problèmes que rencontre Elliot dans sa vie. Mais arrivé au collège, Elliot va faire face à son plus gros problème, les filles. Il commence à être naturellement attiré par ces dernières avec l'arrivée de la puberté, mais ça va énormément intensifier sa jalousie et son envie auprès de ses camarades, parce qu'Elliot ratait là où les autres réussissaient. Elliot cherchait constamment à attirer l'attention, mais il n'y arrivait pas. Il était dans l'incapacité totale de nouer des relations avec des filles, et cela le frustre au plus haut point, à tel point qu'il devient encore plus timide qu'avant. Je ne savais pas comment m'y prendre. Faire du skateboard, je savais faire. M'habiller, c'était simple. Mais attirer l'attention des filles, comment diable allais-je faire? À cause de sa timidité, il n'y aura pas de juste milieu. Soit il va être totalement ignoré, soit il va être harcelé par ses camarades de classe, notamment une jeune fille du nom de Monette Moyo.
L'expérience que j'ai vécue au collège a vraiment assombri ma vision du monde, et elle n'a fait que s'assombrir à partir de ce moment-là. Au fur et à mesure que je souffrais de plus en plus, la façon dont j'ai été traité par les filles à cette époque, en particulier par cette méchante garce de Monette Moyo, a fait naître en moi une peur intense des filles. Le fait d'être taquiné et ridiculisé par la fille pour laquelle j'avais le béguin m'a profondément blessé. Le monde que j'avais cru lumineux et heureux en grandissant était révolu. Je vivais dans un monde dépravé et je ne voulais pas l'accepter. Je ne voulais pas y penser. Pour éviter d'y penser, Elliot va se faire un ami avec qui il va apprendre beaucoup de choses et avec qui il va bien s'entendre. Cet ami était le seul à le comprendre. Dès qu'Elliot voulait quelque chose, cet ami était là pour le lui donner. Cet ami, c'est Internet. Comme Elliot ne pouvait pas attirer l'attention à l'école, il va commencer à s'inscrire sur des forums et des réseaux sociaux pour parler avec des gens en ligne. Internet était tout nouveau pour lui, mais aussi pour le monde entier. Il prend la main avec l'ordinateur que sa mère lui a acheté et la machine est lancée. Avant 11 ans, je savais à peu près comment naviguer sur les sites web et utiliser le courrier électronique. Mais une fois que je m'y suis totalement immergé, il m'a vraiment fasciné. La perspective de parler à des inconnus à partir d'un ordinateur était nouvelle et stupéfiante pour moi. Il découvre aussi les jeux vidéo en ligne et rapidement il se crée un petit réseau d'amis. Pendant toutes ces années collège jusqu'au lycée, il reste dans son coin, jouant tous les jours à des jeux comme Halo, Diablo et surtout World of Warcraft, un MMORPG où l'on peut créer son personnage et jouer avec plusieurs millions de personnes du monde entier. Cela lui permettait de fuir sa dure conception du monde, parce que dans World of Warcraft, il était possible de créer son personnage parfait, dans un monde parfait. Elliot commençait petit à petit à négliger l'école, ses devoirs, ou plus fou encore, ses sorties extrascolaires. Il était absolument fan de cinéma, mais décide du jour au lendemain de ne plus y mettre les pieds, à cause de sa jalousie et de son envie excessive. Très vite, les cinémas sont passés d'un lieu de joie à un lieu d'effroi. Une fois la puberté arrivée, je commençais à être jaloux de tous les jeunes couples ou groupes de garçons et de filles qui y allaient au cinéma ensemble. Le jour où j'ai vu le dernier film du Seigneur des Anneaux a été la dernière fois que j'ai profité des salles de cinéma en paix, sans craindre l'humiliation. Cette humiliation, comme il l'appelle, est le fait de voir des couples heureux dans des lieux publics. Et rien que le fait d'y penser le rendait malade, au point où il aura d'énormes problèmes à l'école. À cause de sa jalousie, il va changer plusieurs fois d'établissement. Ouais, jusque-là. Ses camarades lui font souvent des remarques homophobes, parce qu'Elliot ne se mélangeait pas aux filles. À cause de ça, il fait souvent des crises d'angoisse à l'idée de se rendre au lycée. Il se moquait de moi parce que j'avais peur des filles, me traitaient de p***. Ils aimaient aussi me voler mes affaires et s'enfuir pour que je les poursuive. Et je les poursuivais dans une rage folle. Mais j'étais si petit et si faible qu'ils trouvaient cela comique. Je détestais tellement tout le monde dans cette école, au point que je devais attendre dans un coin tranquille que les couloirs se libèrent avant de pouvoir me rendre en classe. Seulement une semaine après avoir changé d'établissement, Elliot quitte de nouveau son école. Mais maintenant, ses parents décident de l'inscrire dans une école spécialisée, avec seulement 100 élèves, du nom de Independence Continuation High School. Ça a été la meilleure solution pour Elliot. Il aimait beaucoup cette école parce qu'il y avait peu d'heures de cours. 80% du temps, il restait chez lui, et ça lui permettait de jouer à ses jeux vidéo. Elliot commençait à avoir une stabilité dans sa vie. Il n'avait plus trop de soucis à l'école et pouvait passer la majeure partie de son temps dans sa seule source de bonheur, les jeux vidéo. Ce bonheur sera de courte durée. Peter, son père, était en train de produire un documentaire du nom de Oh My God. Malheureusement pour lui, il ne voyait pas son père pendant plusieurs mois, et il devait rester seul avec Soumaya, sa belle-mère, et Jazz, son nouveau petit frère que son père a eu avec Soumaya. Comme Elliot jouait beaucoup aux jeux vidéo, Soumaya n'hésitait pas à lui confisquer son ordinateur. Et ça ne va absolument pas passer pour Elliot. C'est clairement le point de non-retour avec Soumaya. C'était la chose la plus horrible qu'elle pouvait me faire. Me priver de ma seule source de joie au monde, elle le faisait parfois même quand mon père était à la maison. Et celui-ci ne levait pas le petit doigt pour l'en empêcher. Au fil des mois, l'environnement va commencer à être extrêmement tendu. Et ce qui devait arriver, arriva. Un jour, Soumaya et son père sont venus le voir pour lui demander de quitter la maison. Ils ont mis Elliot à la porte. Ils avaient le droit de le faire vu qu'il avait 18 ans. Cette punition, le fait que tous ses camarades ont des relations amoureuses, et le fait que son père soit tombé dans une énorme crise financière à cause du documentaire Oh My God qui a finalement fait un énorme flop, vont commencer à vraiment l'agacer. Et à partir de là, Elliot va commencer à adopter une attitude bizarre et avoir des pensées très sombres. À force de fréquenter des forums sur internet, Elliot va se rendre compte qu'il n'est pas le seul dans cette situation de désespoir social et amoureuse. Il découvre alors qu'il y a un mot pour définir les gens comme lui. Ce terme, c'est incel. Alors pour la plupart d'entre vous, ce mot ne veut rien dire. Pourtant, il a un sens et une histoire. Le mot incel est un mélange de deux mots, involuntary et celibate, qui signifie célibataire involontairement. Ce terme désigne les personnes, principalement des hommes, qui se perçoivent comme étant incapables d'établir des relations sexuelles ou amoureuses, malgré leur désir de le faire. Ce mouvement, parce que oui, c'est un mouvement aujourd'hui, est apparu dans les années 90 sur des forums en ligne où des personnes partageaient leur expérience de solitude et d'isolement social. Il a été inventé par une femme, dans un contexte de recherche de soutien et de compréhension pour les personnes qui n'arrivaient pas à trouver de partenaire. De base, ce mot n'avait absolument rien de négatif. Mais avec le temps, il a commencé à prendre une tournure plus sombre, et il est souvent lié à la haine, la misogynie, voire même au racisme.
Les incels se considèrent comme des victimes d'injustice, notamment sur la fameuse norme esthétique et sociale qui les empêcherait d'être désirés par les femmes. Leurs discussions tournent souvent autour du sentiment de rejet, du désespoir, de la frustration sexuelle et de la croyance que certaines personnes, en grande majorité des femmes, sont responsables de leur situation. Avec le temps, ce mot de base simple est devenu un vrai mouvement extrémiste. Et les adeptes se regroupent souvent pour nourrir leur haine des femmes, mais aussi des hommes sexuellement actifs qu'ils appellent des Tchads, le fameux giga Tchad. En bref, c'est une communauté extrêmement toxique qui pullule sur internet. Et Elliot, il s'est rapidement rendu compte qu'il faisait partie de cette communauté. Pendant toutes ces années lycée, il va gaver sa haine via des groupes de discussion sur internet. Et malheureusement, il va avoir des discours totalement déraisonnés et des objectifs de vie qui ne peuvent mener qu'à la perdition. À partir de maintenant, je ne sais même pas comment vous introduire la suite de l'histoire sans passer pour le fou du bus. Il a comme projet de devenir dictateur. Voilà. Vous allez croire que je blague ou bien qu'il n'est pas sérieux, pourtant cette idée est bien passée par sa tête. Juste au moment où ma vie s'enfonçait encore plus dans l'agonie, mon père fut frappé par cette crise financière. Au moment où j'avais le plus besoin du soutien de mon père, il a perdu tous ses biens. C'était comme si un être malveillant m'avait jeté la malchance. Je n'avais vraiment aucun avantage. L'univers n'a pas été tendre avec moi. Je me suis forgé une idéologie sur la façon dont le monde devait fonctionner. Cette idéologie était alimentée par mon désir de détruire toutes les injustices du monde et de me venger de tout ce que j'envie et que je déteste. J'ai décidé que mon destin dans la vie était d'accéder au pouvoir, afin d'imposer mon idéologie au monde et de tout remettre en ordre. Je passais tout mon temps à étudier dans ma chambre, à lire des livres d'histoire, de politique et de sociologie, essayant d'en apprendre le plus possible. Je suis devenu une nouvelle personne, furieusement motivé par un objectif. Mes tourments allaient continuer, mais j'avais une raison de vivre. Je me suis senti puissant. Bien évidemment, il tombe rapidement de haut, quand il découvre qu'il a plus de chances de devenir un cool kid qu'un dictateur. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il garde dans un coin de sa tête l'aspect de détruire un groupe de personnes, à l'image d'un dictateur. À la place, il va faire quelque chose d'intelligent, écouter ses parents. Il le voyait égaré, il ne réussissait ni à l'école ni professionnellement. L'idée de ses parents est alors simple, changer totalement de vie et repartir à zéro. Il lui propose de quitter le foyer et de vivre dans un campus universitaire, loin de chez eux. Sa mère disait que l'environnement où il vivait était néfaste pour lui. Il lui suggère alors de partir vivre loin, dans son propre appartement, dans un campus universitaire. Là-bas, il serait entouré d'étudiants, et ce serait beaucoup plus facile pour lui de s'intégrer. Ma mère et mon père ont tous deux convenu que pour changer de vie, je devais quitter mon environnement actuel et repartir à zéro. Vivre dans l'appartement de ma mère devenait malsain, et il pensait que les choses s'amélioreraient si j'avais mon propre logement. Elliot a finalement conclu que s'il partait vivre dans un campus universitaire, toute sa vie allait changer. Il pourrait enfin avoir une petite amie, et vivre la vie dont il a toujours rêvé. C'est alors que le projet Santa Barbara a vu le jour. J'ai découvert Isla Vista, la petite ville adjacente à l'UCSB, où les étudiants vivent et font la fête. Lorsque j'ai découvert tout cela, j'ai eu l'espoir désespéré que si je déménageais dans cette ville, je pourrais aussi vivre cette vie. C'était la vie que je voulais, une vie de plaisir et de sexe. En vérité, le déménagement à Santa Barbara était une chance que je donnais au monde, et non l'inverse. Je donnais au monde une dernière chance, de me donner la vie à laquelle j'ai le droit, la vie que d'autres garçons peuvent vivre facilement. Si je dois encore subir le même rejet et la même injustice même après avoir déménagé à Santa Barbara, alors ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Je me vengerai. Ses parents, malgré quelques soucis financiers, ont convenu qu'ils paieraient ses frais de scolarité, et qu'ils leur fourniraient même une voiture. Nous avons alors jeté les bases. Mon père souffrait encore de sa crise financière, mais il a accepté de payer mes frais de scolarité et de contribuer à hauteur de 500 $ par mois à mes frais de subsistance, tandis que ma mère paierait le loyer de mon appartement et continuerait à me fournir la voiture. Ça y est, Elliot a 19 ans, et il est temps pour lui de quitter sa famille pour une toute nouvelle vie à Santa Barbara. Pour la première fois de ma vie, je quittais la maison de mes parents. Et en plus, je devais emménager dans un appartement avec d'autres étudiants. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Spoiler, ça va être la merde. Elliot ne s'entend absolument pas avec ses colocataires. Même pas une semaine après avoir déménagé, ses colocataires décident de quitter l'appartement à cause du comportement hautain et négatif d'Elliot. Dites-vous qu'il a eu quasiment 10 colocataires et les 10 ont eu le même discours. C'est Elliot le problème. En fait, il suffisait juste que quelqu'un dise à Elliot qu'il avait une petite amie et c'était fini. Sa jalousie et son envie le rendaient invivable. Ce genre d'incident, il va en avoir tous les jours. C'était encore pire qu'avant. Il a décidé de quitter Woodland Hills pour avoir une meilleure vie et enfin trouver l'amour. Mais ça a été tout le contraire. Absolument personne ne se préoccupait de lui. En fait, le problème avec Elliot, c'est qu'il ne faisait aucun effort. Par exemple, ce qu'il aimait faire, c'était se rendre à un café, s'asseoir et attendre qu'une fille vienne lui parler. Il pensait que les choses allaient arriver comme par magie. Un jour, alors qu'il était au café, il a vu un jeune couple rentrer. Il était hors de lui et décide de faire quelque chose qui va malheureusement marquer le début des gros problèmes. Pour l'instant, Elliot n'est jamais allé jusqu'à s'en prendre physiquement à quelqu'un. Mais là...
Lorsqu'ils ont quitté le magasin, je les ai suivis jusqu'à leur voiture et je les ai éclaboussés de mon café. Le garçon m'a crié dessus et je me suis rapidement enfui, effrayé. J'ai paniqué en montant dans ma voiture et en démarrant, tremblant de rage et d'excitation. Ça peut paraître minime comme acte de vengeance, mais c'est à partir de ce moment-là que Elliot a commencé à se rendre compte qu'il pouvait aller beaucoup plus loin. Cette petite vengeance lui a procuré énormément de plaisir. Et quand je dis beaucoup plus loin, c'est pas simplement jeter un café plus chaud, ou bien 2 cafés, non. C'est beaucoup plus sombre. C'est à ce moment de ma vie que j'ai réalisé que j'étais capable de faire de telles choses. J'étais capable de les tuer. Je voulais le faire. Je voulais les tuer lentement. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai souvent rêvé de devenir puissant et d'infliger des souffrances à tous ceux qui m'ont fait du tort dans le passé. Mais je n'ai jamais pensé que je le ferais un jour. À ce stade, après avoir traversé tant de souffrances et d'injustices, toute mon innocence avait été balayée. Le monde avait été cruel avec moi. Et il m'a façonné pour que je devienne assez fort pour avoir la capacité de rendre cette cruauté au monde. Je n'ai jamais été une personne violente, mais après avoir accumulé tant de haine au fil des années, j'ai réalisé que je n'hésiterais pas à tuer, ou même à torturer mes ennemis si j'en avais l'occasion. Enlever la peau de leur chair et les faire hurler à l'agonie, pour les punir de vivre une vie meilleure que la mienne. Il a commencé à avoir des paroles extrêmement troublantes, et a commencé à être obsédé par le fait de se venger. Mais il hésite encore. Il va alors, comme il le dit, donner une chance à l'humanité, et va mettre en place un plan A et un plan B. Le plan A, c'est de mettre de côté sa colère. Le but de ce plan, c'est de trouver un ultime moyen de plaire aux filles. Il finit par se dire que s'il devient riche à un jeune âge, il pourra être au-dessus de tout le monde et réussir à avoir une petite amie. Une sorte de vengeance pacifique. Si je pouvais devenir multimillionnaire à un jeune âge, mon mode de vie deviendrait instantanément meilleur que celui de la plupart des gens de mon âge. Je pourrais me venger de mes ennemis, simplement en vivant au-dessus d'eux et en les dominant. C'était une forme de vengeance heureuse et pacifique, et c'était devenu mon seul espoir. Par contre, s'il n'arrive pas à mettre en place son plan A et devenir riche à un jeune âge, la vengeance sera violente. Il décide alors d'appeler son plan B Day of Retribution, que l'on peut traduire par jour du châtiment. J'ai commencé à envisager la possibilité d'un acte de vengeance violent, comme solution finale pour faire face à toutes les injustices auxquelles j'ai dû faire face de la part des femmes et de la société. J'ai trouvé un nom pour cela. Je l'ai appelé le jour du châtiment. Ce serait un jour où j'exercerai mon ultime châtiment sur toutes les racailles hédonistes qui ont joui d'une vie de plaisir qu'elles ne méritaient pas. Si je ne peux pas l'avoir, je le détruirai. Je détruirai toutes les femmes, parce que je ne pourrai jamais les avoir. Je les ferai toutes souffrir pour m'avoir rejeté. Je m'armerai d'armes mortelles, et je mènerai une guerre contre toutes les femmes et les hommes qui les attirent. Afin de devenir riche, il va tenter tout ce qui est possible. Devenir écrivain, devenir inventeur, créer une start-up à l'image de Facebook, mais bon, il se rend compte que soit ça met énormément de temps à mettre en place, soit qu'il n'en est tout simplement pas capable. Il se tourne alors vers une solution qu'il trouve plus simple, les jeux d'argent. Il pense que c'est le seul moyen de devenir riche rapidement. Après avoir longuement réfléchi, je n'ai rien trouvé. Étais-je condamné à échouer dans tous les domaines? Je commençais à me sentir désespéré, jusqu'à ce que je voie le jackpot actuel de la loterie Mega Million. Il était très élevé en ce mois de mars. J'avais économisé beaucoup d'argent à l'époque, et j'avais donc de quoi acheter des billets de loterie, à condition de ne pas descendre en dessous de 5000 $, montant que je voulais garder comme épargne minimale juste en cas d'urgence, au cas où je devais accomplir le jour du châtiment. Il se trouve que j'avais bien plus de 6000 $ à l'époque, grâce à l'argent de poche, l'argent de Noël et l'argent des anniversaires. Pour la première fois depuis mon déménagement à Santa Barbara, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la loterie. Pendant plusieurs mois, Elliot va dépenser des milliers de dollars en tickets de loterie, dans l'espoir de gagner et de ne pas mettre en place le jour du châtiment. Mais bon, les chances de gagner à la loterie sont quasiment nulles, surtout dans un grand pays comme les États-Unis, avec plus de 300 millions d'habitants. Le gagnant était un type de Riverside. Il a pris mon argent. Quel gâchis! Quelle injustice! J'étais tellement convaincu que l'univers allait enfin m'accorder le salut, après une vie de torture et de souffrance. À ce moment-là, j'ai compris que la possibilité de recourir au châtiment était plus que réelle. Sans la perspective de devenir riche à un jeune âge, je n'avais plus aucune raison de vivre. J'allais être un paria, vierge pour toujours. J'ai compris que je devais commencer à planifier et de me préparer au jour du châtiment. Nous sommes au printemps 2013. Il est temps pour Elliot de préparer le jour du châtiment. Il ne savait pas par où passer. La première chose qu'il a faite était de se procurer une arme. Mon premier acte de préparation a été l'achat de ma première arme de poing. Je l'ai fait rapidement, dans une armurerie locale appelée Goleta Gun & Supply. J'avais déjà fait quelques recherches sur les armes de poing et j'ai décidé d'acheter le pistolet semi-automatique Glock 34, une arme efficace et très précise. Ensuite, Elliot décide d'acheter une deuxième arme, au cas où la première s'enraye pendant l'attaque. Il a ensuite choisi l'endroit où il voulait faire son attaque. Il hésitait entre Isla Vista et Santa Barbara, mais finalement, ce sera Isla Vista. Concernant la date de l'attaque, il s'est dans un premier temps dit que Halloween 2013 serait une bonne date, parce qu'il y aurait un nombre incalculable d'étudiants. Mais il a rapidement changé d'avis après avoir vu sur YouTube des vidéos de l'événement. La police était omniprésente. Un seul coup de feu de la part d'un flic mettrait fin à tout. Le jour du châtiment devait se dérouler pendant un week-end de fête normale, et je l'ai donc fixé au mois de novembre 2013. Cet objectif me donnerait 5 mois. 5 mois pour planifier et préparer. 5 mois de vie en plus.
Mais encore une fois, je n'appellerai même pas cela de la vie. L'existence que j'ai eue sur ce monde au cours des 8 dernières années est tout sauf une vie. Un sentiment de vertige et d'anxiété m'a envahi. J'allais vraiment mourir. Je n'arrivais pas à y croire. Puis j'ai réalisé que ma vie était déjà finie de toute façon. Il lui restait 5 mois avant l'attaque. Mais un événement va venir contrecarrer ses plans. Un soir, il décide de sortir pour donner une ultime chance à l'humanité comme il le dit. Il se dit que s'il arrivait à avoir une copine ce soir-là, il annulerait tout. En fait, Elliot essayait de s'en sortir pas pour l'humanité comme il le dit, mais pour lui-même. Il avait peur de la mort. Il sort alors dans les rues d'Isla Vista déjà ivre et tombe sur une soirée étudiante. Arrivé là-bas, ça commence déjà mal pour lui. Beautiful girls talking with their... I hate them all. Those girls would never go for me. Pris de rage parce que tout le monde était heureux et personne ne le calculait, il monte à l'étage et il y avait des femmes posées sur un rebord. Il s'approche alors et tente de les pousser. Finalement, ce sera lui qui sera jeté du rebord. En atterrissant, il se casse la cheville et décide de partir de la fête. Conclusion, aucune femme n'est repartie avec lui, et la seule chose qu'il a réussi à avoir, c'est une cheville cassée. Je leur ai donné une dernière chance de m'accepter, de me donner une raison de ne pas les haïr, et ils me l'ont renvoyé au visage de manière dévastatrice. J'ai donné trop de chance au monde. L'heure du châtiment a sonné. La haine qui couvait en moi pendant toutes ces années m'avait donné du pouvoir d'une manière sombre et tordue. J'étais désormais armé, doté d'une grande intelligence et d'une vision philosophique, avec la volonté d'accomplir l'acte de vengeance le plus catastrophique que le monde ait connu. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé d'organiser le jour du châtiment le 26 avril 2014. Voilà comment va se dérouler le jour du châtiment. Acte 1, vengeance. Dans ce premier acte, Elliot a prévu de commencer à tuer ses 2 colocataires et d'attirer petit à petit des autres habitants de son campus à son appartement afin de les torturer et de les tuer sans que personne ne s'en rende compte. Une fois cela fait, il prévoit de les décapiter et de mettre leur tête dans un sac qui lui servira plus tard dans l'acte 3. Deuxième acte, guerre contre les femmes. Je ne peux pas tuer toutes les femmes de la Terre, mais je peux leur porter un coup dévastateur qui les ébranlera toutes jusqu'au plus profond de leur mauvais cœur. Je vais m'attaquer aux filles qui représentent tout ce que je déteste chez les femmes. Pour ce faire, Elliot a fait quelques recherches sur la sororité qui comportait le plus de jolies filles. Il prévoit alors de mener une attaque contre la sororité Alpha Phi. La sororité Alpha Phi est un bâtiment qui regroupe plusieurs femmes, principalement étudiantes. Elles vivent toutes en colocation. C'est un peu comme un club universitaire, mais dédié uniquement aux femmes. Elliot prévoit de s'y rendre juste après l'acte 1, vers 21h afin de massacrer le plus de femmes possible. Et s'il trouve le temps, il prévoit de mettre feu au bâtiment, le 3e et acte final, ultime affrontement. Dans cet acte, Elliot prévoit de se rendre à la maison de son père. Vous allez me dire, mais pourquoi faire? Tout simplement pour tuer Soumaya et son petit frère Jazz. Oui, son petit frère. En fait, pour comprendre cette décision, il faut revenir un peu en arrière. Jazz est un enfant très sociable, et il avait été contacté par une agence afin de tourner des publicités. Elliot avait peur que son petit frère devienne le genre de personne qu'il a toujours détesté, c'est-à-dire un cool kid. Il était terrorisé par le fait qu'il devienne meilleur que lui. Concernant son père, il choisit minutieusement la date du 26 avril parce qu'il sera en voyage d'affaires. Il ne voulait pas être obligé de le tuer. Ensuite, Elliot prévoit de voler le SUV de son père et de se diriger vers Del Playa afin d'écraser le maximum de personnes possible. Après ça, Elliot s'arrêtera en plein milieu de la route et je cite « Je déverserai le sac de tête coupée que j'avais gardé de mes précédentes victimes, proclamant à tous à quel point je les ai fait souffrir. Une fois qu'ils auront vu toutes les têtes de leurs amis rouler dans la rue, tout le monde me craindra, comme le dieu puissant que je suis. » Il prévoit ensuite de continuer le massacre dans la rue jusqu'à voir la première voiture de police arriver. À ce moment-là, il va prendre la route au bord de sa voiture et de mettre fin à ses jours à l'acte 3, clôturant ainsi le jour du châtiment. Pour mettre fin à mes jours, j'avalerai rapidement toutes les pilules de Xanax et de Vicodin qu'il me reste, ainsi qu'une grande quantité d'alcool fort. Immédiatement après avoir absorbé ce mélange, je me tirerai une balle dans la tête avec 2 de mes armes de poing simultanément. Si les coups de feu ne me tuent pas, le mélange de drogue mortelle finira par le faire. Je ne souffrirai pas d'être capturé et envoyé en prison. Je dois planifier cela de manière très efficace. Rien ne doit aller de travers. Tout doit être parfait. C'est maintenant mon seul but dans ce monde. Mes plans porteront leurs fruits et je ne dois laisser personne m'arrêter. La semaine précédant la date fatidique, Elliot publie 22 vidéos sur YouTube. Il exprime ses opinions sur le monde, sur les femmes, sur les injustices qu'il subit, et surtout sur la personne magnifique qu'il prétend être. Ces vidéos sont très troublantes, et pour des raisons évidentes, je ne posterai que quelques parties parce qu'elles sont aujourd'hui blacklistées par YouTube. Hey, Elliot Roger here. I'm up in the hills in Montecito right now. It's truly a beautiful day, but as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time. I've been attending college in Santa Barbara for about 2.5 years now. And in those 2.5 years, I've experienced nothing but
loneliness, and misery. And my problem is girls. There are so many beautiful girls here, but none of them give me a chance, and I don't know why. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. I don't know why. You know, I put a lot of effort into dressing nice. These sunglasses here were $300. Giorgio Armani. So I'll put them on. See? Look at how fabulous I look. You know, I feel so invisible as I walk through my college because none of the girls there pay attention to me. I'm 22 years old and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin. I've never had the pleasure of having sex with a girl, sleeping with a girl, kissing a girl. And that's just such an injustice because I'm so magnificent. I deserve girls much more than all those slobs I see at my college who are somehow able to walk around with beautiful girls. I should be the one with the girls. I mean, look at me. I'm gorgeous. But you girls don't see it. I don't understand why you're so repulsed by me. Why won't you give me a chance? It's ridiculous. If you just give me a chance and get to know me, you'll see that I am worthy of you. Because I am. Unbelievable. Hey, Elliot Roger here. I'm just sitting in my car right now, enjoying the view of the beach, and my view has been ruined by this sight right here. In front of me, sitting right there on that bench, is a young couple. I presume about my age. I was enjoying such a nice view until they came and sat down and started kissing. This is the reason why life isn't fair. Why does that guy get to have such a beautiful girlfriend while I'm all alone? Why? Why can't I experience something like that right there? It's torture for me to watch, but I have to do this. I have to film this. I have to show the world why life isn't fair. I have to show everyone why I hate the world. Because no girl would do this with me. Look at them. He's in heaven right now, sitting on this beautiful beach with his beautiful girlfriend, kissing her, feeling her love, while I'm sitting here all alone because no beautiful girl wants to be my girlfriend. I hate them. I hate them so much. Why does he deserve to get that experience and not me? I can only imagine the heavenly things they'll be doing together when they go back home tonight. I'm sure they'll be having sex. What will I be doing? Lying in my bed alone, with no one, because no one wants me. It's not fair. Life is not fair. Il pensait qu'en publiant ses vidéos sur YouTube, une femme tomberait sur l'une d'entre elles et serait attirée par lui. Mais non, à la place, il a eu une vague de personnes qui l'insultaient de tous les noms, un peu logique. À seulement quelques jours de l'attaque, quelqu'un toque à son appart étudiant. Il ouvre
et voit 7 policiers. Les policiers lui expliquent que quelqu'un est tombé sur ses vidéos et que cette personne a signalé à la police que Elliot pouvait mettre fin à ses jours. Elliot, pris de panique, explique que non et invente rapidement une histoire en gardant son sang-froid. Il essaye de rester naturel parce que dans sa chambre, il y a un véritable arsenal de guerre. Cet incident m'a fait comprendre que je devais être très prudent. Je ne peux laisser personne se méfier de moi. Il suffit qu'une seule personne appelle la police et lui dise qu'elle pense que je vais commettre une fusillade pour que la police vienne à nouveau frapper à ma porte et demander à fouiller mon appartement. Les jours suivants, j'ai eu très peur qu'il se présente à tout moment. Je gardais près de moi une de mes armes de poing, avec quelques chargeurs, juste au cas où. S'il se représentait, je devais essayer de les abattre tous rapidement et de m'enfuir par la fenêtre arrière. Je devais alors me moquer précipitamment de mes plans, avec la police à mes trousses. Cela aurait tout gâché. Ça y est, l'heure approche. On est le 24 avril 2014 et le jour du châtiment est dans 2 jours. Mais là encore, quelque chose va venir retarder ses plans. Le jeudi 24 avril, je me suis réveillé avec un terrible rhume. J'ai rarement des rhumes. J'ai toujours eu un système immunitaire très fort. C'était comme si le destin lui-même essayait de m'en empêcher. Mais quelle autre raison ai-je de vivre? Hélas, je ne pouvais pas réaliser mes projets si j'étais enrhumé. Tout devait être parfait. Elliot se donne alors 1 mois afin de se rétablir et la nouvelle date est fixée. C'est le 23 mai 2014. Le 23 mai 2014, Elliot est seul dans sa chambre. Il allume son ordinateur et fait 2 recherches sur Google. Tuer silencieusement avec un couteau et comment tuer quelqu'un avec un couteau. Après ça, il se lève, se munit d'un couteau et s'entraîne pendant plusieurs minutes à poignarder ses oreillers et ses draps. Armé d'un couteau SRK et d'un couteau de chasse, il se cache alors dans la chambre en attendant le retour de ses colocataires. Wei-Han David Wang est le premier à s'introduire dans la chambre et Elliot se jette immédiatement sur lui. Il a beau essayer de se défendre mais ça ne change rien. Elliot, fou de rage, lui assène 23 coups de couteau. Wang meurt sur le coup. Elliot déplace alors son corps dans le coin de la chambre avant de le recouvrir de plusieurs draps et serviettes. Quelques minutes après le premier meurtre, c'est au tour de Cheng Yuan James Hung. Comme Wang, Elliot lui saute dessus et le poignarde à 25 reprises, le tuant sur le coup. Elliot déplace le corps de Hung et l'entasse sur celui de Wang avant de le recouvrir lui aussi de couvertures et de serviettes. Elliot a déjà commis 2 meurtres, mais c'est loin d'être fini. La 3e personne à rejoindre la chambre est George Chen, et malheureusement, il reçoit le même sort que ses camarades. Mais là, Elliot ne le poignarde pas une 20aine de fois. George Chen reçoit 94 coups de couteau et meurt sur le coup. Elliot a assassiné de sang-froid 3 jeunes garçons qui n'avaient rien demandé. George Chen, 19 ans, Chen Yuan James Hung, 20 ans, Wei-Han David Wang, 20 ans. Après avoir commis les 3 meurtres, Elliot tente tant bien que mal de nettoyer la scène de crime, mais rien n'y fait. C'est une véritable scène d'horreur. Il y avait du sang sur les murs, sur les couloirs et jusqu'à la porte d'entrée. Elliot décide alors de lâcher l'affaire. Il change ses vêtements et quitte précipitamment l'appartement à 19h. Plus tard, une caméra de surveillance d'un Starbucks le prendra en vidéo. Il était là, debout, comme si de rien n'était, en attendant sa commande. Alors que quelques minutes plus tôt, il a assassiné de sang-froid 3 personnes dans sa chambre étudiante. Il récupère son café, envoie un message à sa mère en lui disant qu'il l'appellera plus tard, et se redirige vers l'appartement. Il entre, récupère son journal intime et écrit « J'ai dû déchirer quelques pages parce que je craignais que mes intentions soient découvertes. Je les ai recollées aussi vite que j'ai pu. Ça y est, dans 1 heure, je me vengerai de ce monde cruel. Je vous déteste tous, mourrez. » Juste avant de quitter son appartement pour se rendre à la maison de sororité Alpha Phi, Elliot diffuse une vidéo sur YouTube qui sera la dernière d'une longue série insupportable. Elliot Rogers Retribution. Dans cette vidéo, on voit Elliot Rogers assis dans sa voiture parlant face à sa caméra. Il exprime ses raisons et annonce son intention de se venger des femmes et des hommes qu'il considère responsables de ses souffrances et de ses frustrations. Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. For the last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. It's not fair. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. It's an injustice, a crime, because I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. On the day of retribution, I am going to enter the hottest sorority house of UCSB.
will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut I see inside there. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. Yes. After I've annihilated every single girl in the sorority house, I'll take to the streets of Isla Vista and slay every single person I see there. All those popular kids who live such lives of hedonistic pleasure while I've had to rot in loneliness for all these years. Well, now I will be a god compared to you. You will all be animals. You are animals, and I will slaughter you like animals. I'll be a god, exacting my retribution on all those who deserve it. And you do deserve it, just for the crime of living a better life than me. All you popular kids, you've never accepted me, and now you'll all pay for it. I've wanted sex, I've wanted love, affection, adoration. But you think I'm unworthy of it. That's a crime that can never be forgiven. If I can't have you, girls, I will destroy you. I hate all of you. Humanity is a disgusting, wretched, depraved species. You deserve to be annihilated. And I will give that to you. You forced me to suffer all my life, and now I'll make you all suffer. I've waited a long time for this. I hate you. I hate all of you. And I can't wait to give you exactly what you deserve. Utter annihilation. Avant de s'introduire à Alphafi, Elliot envoie par mail un manifeste de 137 pages racontant toute sa vie, son mal-être, la raison de ce mal-être, sa haine, ses joies, mais aussi son plan pour punir le monde d'avoir été injuste envers lui. Ce manifeste, il l'envoie à ses parents, ses amis d'enfance, ses anciens professeurs ou encore des proches. 21h45. Elliot sort de sa voiture et se dirige vers la porte d'entrée de Alphafi, muni de 3 pistolets semi-automatiques, des munitions supplémentaires attachées à sa taille et un bidon d'essence plein. Il tente d'ouvrir la porte, mais elle est close. Il s'éloigne et tire à plusieurs reprises sur la porte qui ne cède pas. Il frappe alors à plusieurs reprises mais personne ne répond. Rempli de frustration, Elliot dépose le bidon d'essence et remonte dans sa BMW. Il démarre et commence à rouler aux alentours du bâtiment. À 21h27, il tombe face à 3 femmes de la sororité Delta Delta Delta, marchant sur l'herbe en direction de leur campus. Veronica Weiss, 19 ans, Catherine Cooper, 22 ans et une autre femme de 20 ans. Elliot se met à leur niveau, baisse la vitre et tire à plusieurs reprises sur les femmes, avant de s'enfuir à toute vitesse. En entendant les tirs et en voyant les femmes s'effondrer au sol, plusieurs témoins tentent de prévenir la police. 911, what is that? A severe emergency? We have a shooting on Embarcadero Del Norte. Embarcadero, okay, we're on Embarcadero Del Norte. Goleta, Isla Vista. No, I know. Where on, like, what block or what's the nearest cross street from there? It is Segovia. Okay. Segovia, Embarcadero Del Norte. Did you actually see the person shooting the gun, or did you see what it made contact with, or did you I just only hear it? saw the car. You saw a car? Did it make contact with anybody? Yeah. Who? We have 3 girls, 3 women. They got shot? Yes. Très rapidement, quelques policiers qui étaient sur place se dirigent vers les femmes pour leur administrer les premiers soins. Mais malheureusement, c'est trop tard. Veronica Weiss et Catherine Cooper succombent, tandis que l'autre femme de 20 ans survit in extremis. Elliot était en quête de chaos, il voulait tout détruire. Il se dirige ensuite vers un café près de Pardal Road, mais il le trouve fermé. Il décide quand même de tirer dessus depuis sa voiture dans l'espoir de toucher quelqu'un, mais sans succès. Il reprend la route et se rend au Fort Deli Mart, un petit supermarché où il tire sur tout ce qui bouge.
911, what's the address of your emergency? I'm at IV Deli. You're I think somebody else is on the line. Okay. I don't know what just happened. okay. Were you injured? Were you injured? Okay, where are you? Somebody else's. We're at IV Deli in Isle Vista. Okay, you're at IV Deli and somebody shot? Yeah. Okay. Okay. There's officers here. There's officers here. Okay, I understand. Okay, I'm getting help started. Do you know how many people are hurt? I don't know. Hello? Yes. 34. There's officers here. Okay, I'll let you talk to... Il réussit à toucher d'une balle en plein torse Christopher Michael Martinez, âgé de seulement 20 ans, et plusieurs autres clients. Malheureusement, Christopher Michael Martinez a succombé de ses blessures après avoir été blessé au cœur. Roger s'est ensuite enfui et a percuté un homme, le blessant grièvement, a foncé vers Trigo Road où il s'est arrêté près d'une pizzeria du nom de Pizza My Heart. Il a ouvert le feu sur la foule, blessant plusieurs personnes. Il continue son chaos en prenant un sens interdit et en tirant depuis sa fenêtre sur un cycliste qu'il touche à la jambe. Roger continue de rouler à vive allure avant de croiser une femme marchant seule sur le trottoir. Il s'arrête, baisse la vitre et lui dit « Hey, quoi de neuf ?» Tout en sortant son arme, la femme reçoit plusieurs balles mais réussit à s'enfuir de justesse. Il continue de rouler et tombe sur un shérif. Elliot tire plusieurs fois sur l'homme qui ne reçoit aucune balle. Le policier riposte et tire une balle dans sa direction pendant que Elliot s'enfuit mais ne réussit pas à le toucher. Il continue pendant plusieurs longues minutes à tourner dans la ville et semer le chaos en tirant sur n'importe qui et en renversant des passants, skateurs et cyclistes. En arrivant près de Little Acorn Park, Elliot voit 4 agents de police qu'il tente de tuer. Les agents ripostent et réussissent à toucher Elliot à la hanche. 21h37. Elliot tourne en rond dans plusieurs rues avant de prendre son arme à feu. Il pointe le canon sur sa tête et c'est l'heure pour lui de quitter ce monde. Elliot Rodger s'est ôté la vie. Sa voiture a percuté un cycliste ainsi qu'une voiture stationnée. Les policiers ont rapidement encerclé la scène et ont menotté le cycliste qu'ils pensaient être l'auteur de tout ce chaos. Se rendant rapidement compte de leur erreur, ils lui administrent des soins et commencent à fouiller la BMW de Elliot. Ils découvrent alors Elliot Rodger sans vie, avec une balle dans la tête, comme il l'avait prédit. Roger died from a self-inflicted gunshot and his car crashed into Playa Drive. Wei-Han David Wang, 20 ans. Cheng Yuan James Hong, 20 ans. George Chen, 19 ans. Veronica Elizabeth Weiss, 19 ans. Catherine Bean Cooper, 22 ans. Et enfin, Christopher Ross Michael Martinez, 20 ans, abattu par balle. Quelques heures après l'attaque, les parents d'Elliot ont reçu un message. Ce message disait qu'ils devaient consulter impérativement leur boîte mail. Elliot avait envoyé un message très inquiétant. Lee-Chin, la mère d'Elliot, ouvre sa boîte mail et tombe sur le manifeste de 137 pages que son fils a écrit. Elle est ensuite tombée sur la dernière vidéo YouTube de son fils. Prise de panique, elle appelle en urgence Peter, son ex-mari, afin de lui faire part de ce qu'elle a découvert. Peter, qui était en plein dîner, décide de quitter d'urgence le restaurant afin de se rendre à Isla Vista. Sur la route, Lee-Chin, la mère, reçoit un appel. Au bout du fil, un agent de police. Il lui pose alors quelques questions qu'elle trouve très étranges. Du genre, est-ce que votre fils a déjà possédé des armes à feu ou bien a-t-il eu des comportements étranges ces derniers temps? Et je vous rappelle que les parents d'Elliot ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe. Ils ne savent pas que leur fils a commis une tuerie de masse avant de s'ôter la vie. Lee-Chin répond naturellement que non. Elliot n'a jamais été intéressé par les armes à feu. Elle continue par dire qu'il avait quelques problèmes sociaux, notamment des problèmes à sociabiliser, et qu'il était suivi pour ça mais rien de plus. Le policier donne alors un rendez-vous aux parents dans un parking afin de leur annoncer la mauvaise nouvelle. En arrivant, terriblement inquiet, ils demandent où est leur fils. Et le policier leur répond alors que Elliot Rodger, leur fils, a été retrouvé sans vie, une balle dans la tête, dans sa BMW. Les parents, sous le choc, n'arrivaient pas à y croire. Ils pensent dans un premier temps à une attaque contre leur fils. Mais plus les heures défilent, plus ils se rendent compte que ce n'est pas une victime. Les médias sur internet ou encore à la télé couvraient massivement l'événement. Elliot Rodger est bel et bien le commanditaire de l'attaque d'Isla Vista. Pendant ce temps-là, la police est partie fouiller l'appartement d'Elliot. Et malheureusement, ils vont faire face à une scène d'horreur. Avant d'entrer, les policiers ont rapidement regardé par la fenêtre qui donnait sur la salle de bain. Et c'est là qu'ils ont découvert le premier corps. Celui de Chen allongé en position fétale. Ils ont ensuite pénétré l'appartement avant de le voir saccagé. Il y a clairement eu des traces de lutte. Dans l'appartement, ils retrouveront plusieurs dizaines de couteaux, des machettes, des boîtes de munitions, des kits de nettoyage d'armes, une copie du manifeste de 137 pages d'Elliot, ainsi que plusieurs dizaines de billets de loterie. En continuant les fouilles, ils remarquent dans un coin de la pièce un tas de vêtements et de serviettes imbibées de sang. Ils les retirent et tombent sur les corps entassés de Hong et Wang, face contre terre, sans vie. L'ordinateur d'Elliot a aussi été trouvé ouvert, déverrouillé, sur sa chaîne YouTube. Cette dernière vidéo venait d'être uploadée.
Quelque temps après l'attaque, les parents d'Elliot ont vu une vague de policiers arriver chez eux afin de fouiller leur maison. Ils ont dans un premier temps fouillé la maison de Peter, le père d'Elliot à Woodland Hills. Ensuite, celle de sa mère Litchin, sans rien découvrir, vu qu'ils ne savaient rien de ce qu'Elliot préparait. Les médias aussi se sont rués vers les maisons des parents, couvrant massivement l'événement, ce qui a apporté une vague de harcèlement vis-à-vis de la famille d'Elliot. Ils ont dû déménager plusieurs fois par semaine, et ont même dû envoyer Georgia, sa sœur, vivre à l'étranger chez de la famille, par peur qu'il ne lui arrive quelque chose. Ils étaient clairement menacés de mort. Les policiers ont obtenu un mandat de perquisition pour le téléphone d'Elliot Rodger. Ils ont alors découvert plus de 492 photos, dont la moitié étaient des selfies de lui-même. Côté internet, c'était le bordel monumental. Tout d'abord, YouTube a mis plus de 4 jours avant de supprimer définitivement la chaîne YouTube, ainsi que toutes les vidéos d'Elliot Rodger, par peur que cela ne crée des imitateurs s'identifiant à lui. Mais c'était trop tard. Des centaines de milliers de personnes avaient déjà vu les vidéos. Malheureusement, cela a fait tout l'inverse. La suppression de ces vidéos a fait exploser Internet et ça a créé un engouement énorme au point que plusieurs milliers de personnes ont créé et publié des copies partout sur Internet, que ce soit sur 4chan, Twitter, Reddit, Facebook ou encore Internet Archive. D'ailleurs, le manifeste de 137 pages aussi a fuité, et les 492 photos de l'iPhone 4 d'Elliot ont été publiées partout. Les forums Pure Hate et Reddit où Elliot discutait ont immédiatement été fermés. Côté Facebook, un groupe a été créé par des incels. Le nom, Elliot Rodger est un héros américain. Dans ce groupe, on pouvait retrouver des messages glorifiant Elliot, et disant que ce qu'il a fait est totalement juste. Le groupe a également partagé les vidéos d'Elliot, sans que Facebook ne réagisse. Des milliers d'adolescents frustrés ont découvert le mouvement incel et ont immédiatement adhéré, prenant Elliot littéralement comme un dieu. Côté Twitter, il y a eu 2 hashtags qui ont vu le jour, cumulant plusieurs millions de posts. Premièrement, le hashtag #NotAllMen, qui visait à dire que tous les hommes ne pensent pas comme Elliot. Le mouvement était dans un premier temps bien vu, mais a rapidement pris une autre tournure quand les incels sont arrivés. Ils ont rapidement détourné le hashtag et ont commencé à l'utiliser pour décrédibiliser les femmes, notamment sur la question des violences faites à leur égard. Pour contrecarrer ça, il y avait le deuxième hashtag, le hashtag YesAllWomen. Ce hashtag avait pour but de mettre en avant qu'une femme dans sa vie sera forcément victime de harcèlement, de misogynie ou encore de violence. En seulement 4 jours, le hashtag cumule plus de 1 200 000 posts, détrônant largement le hashtag #NotAllMen. Côté médias, ils ont littéralement harcelé le père d'Elliot, afin de donner une interview et de parler de ce qui s'est passé. Cette attaque a eu un impact colossal, que ce soit sur la question du contrôle des armes à feu, de la haine sur internet, des problèmes mentaux non diagnostiqués, et surtout sur la communauté incel, qui a vu son nombre d'adeptes exploser au fil des années. Plusieurs imitateurs ont vu le jour, commettant des attaques en s'inspirant d'Elliot ou carrément en les dédiant à Elliot. Fusillade de 2015 au Umpqua Community College. Chris Harper Mercer, 26 ans, a tué 9 personnes et en a blessé 8 autres avant de se suicider. Il a laissé un manifeste sur le lieu de la fusillade, évoquant Elliot Rodger comme étant aux côtés des dieux. Attaque de la camionnette à Toronto en 2018. Alec Minassian, 25 ans, a tué 11 personnes et en a blessé 15 autres en fonçant sur des piétons avec une camionnette. Il avait posté sur Facebook avant son attaque ce message. Soldat recrue d'infanterie minassienne, 00010. Souhaitant parler au sergent 4chan, s'il vous plaît. La rébellion des incels a déjà commencé. Nous renverserons tous les Chad et Stacy's. Salut au gentleman suprême, Elliot Rodger. Fusillade de Danforth, le 22 juillet 2018. Faisal Hussein, 29 ans, a tué 2 personnes et en a blessé 13 autres lors d'une fusillade de masse à l'avenue Danforth à Toronto. Le manifeste d'Elliot Rodger a été retrouvé dans son téléphone. Je vais pas tous les citer, mais vous l'aurez compris, la liste est très longue. Elliot a été toute sa vie une personne néfaste, jalouse et envieuse, et il a malheureusement porté 6 innocents avec lui dans sa folie meurtrière. Il avait tout, pourtant il a décidé de tout foutre en l'air. Il a toujours dit à quel point il aspirait à l'amour et à l'appartenance, mais il n'a malheureusement pas cherché à se rapprocher des personnes qu'il aimait vraiment. Sa famille qu'il voyait chaque jour. Peter, son père, Soumaya, sa belle-mère, son petit frère Jazz, sa sœur Georgia, ainsi que sa mère Litchin. Aujourd'hui, la famille d'Elliot ainsi que la famille des victimes tentent tant bien que mal de se reconstruire après ce drame. I just think, God, why don't take me instead of my son? Et voici comment se clôture le récit sombre de celui qu'on appelle The Virgin Killer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On vise les 100K avant la fin de l'année. Merci infiniment pour toute la force que vous me donnez à chaque sortie. Cette vidéo a été très difficile à produire parce que non seulement j'ai dû lire ce putain de manifeste de merde de 137 pages d'Elliot et je vous conseille pas de le lire parce que c'est vraiment de la merde. 80% de ce manifeste, il dit tout simplement à quel point les femmes sont diaboliques, à quel point il vit une vie de merde tout en gonflant son ego et en disant qu'il est le meilleur, se qualifiant un dieu. Voilà pour résumer. Pour cette fin d'année, je vous prépare vraiment des très grosses vidéos, notamment une très grosse vidéo voire
je pense, la plus grosse vidéo de ma chaîne qui va sortir normalement vers décembre. Donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à me suivre sur Twitter et Insta. C'est généralement là où je parle de mes prochaines sorties. Et pourquoi pas Twitch, parce qu'il y a une dimension où je lance des lives. Ça va vous permettre de voir comment je produis les vidéos, les dessous de l'écriture, du montage, etc. Et surtout parler et échanger en direct avec vous. Merci encore à CyberGhost VPN de m'accompagner dans la production de mes vidéos. N'hésitez pas à aller profiter de l'offre moins 83% sur votre abonnement, ce qui revient à 2 € par mois et 4 mois gratuits. Tout ça pour être safe en ligne et jusqu'à 7 appareils connectés en simultané. Accédez à des contenus exclusifs et soyez totalement incognito en ligne. C'est satisfait ou remboursé sous 45 jours, alors pourquoi pas essayer. Si vous kiffez l'horreur, n'hésitez pas à regarder ces 2 vidéos. Sur ce, c'était Menko. Et n'oubliez pas, la fin justifie-t-elle les moyens ?